à tous, enchanté. Donc, voilà, donc, avec David, on a beaucoup travaillé sur Dune pendant à peu près 1 an et demi. Là, donc, le MOOC que vous voyez là, en fait, il y a une nouvelle édition puisque le MOOC est maintenant épuisé. On en a vendu 15 000 exemplaires, ce qui est beaucoup, surtout dans le petit milieu science-fiction, fantasy et en beaux livres. Donc le nouveau livre, entre guillemets, s'appelle Tout sur Dune. Et donc il y a 50 pages de plus, de nouvelles interviews, notamment Rafaela de Laurentiis qui raconte pourquoi le tournage du film de David Lynch a été un échec, puisque c'était la productrice du film. Et du coup on a retravaillé toutes les images, donc c'est vraiment en format beau livre. Et vous pouvez le trouver évidemment dans toutes les bonnes librairies et grandes enseignes, et notamment le Nuage Vert où il y a un plateau avec que du Dune partout, donc c'est super. Avec David, on va parler évidemment de Dune, et puis après peut-être on peut répondre aussi à vos questions autour de l'œuvre, peut-être autour du film. Faut ne pas hésiter, il n'y a pas de problème. Nous, c'est vrai j'ai dû faire à peu près 25 présentations de Dune depuis la rentrée. Donc voilà, je pense qu'on commence légèrement à pouvoir répondre à tout type de questions, ça commence à rentrer. Et le discours est un peu le même, on essaie de changer à chaque fois. Qui a lu, alors déjà première question, qui a lu Dune ici? Lu Dune. Je demande plutôt qui l'a pas lu. Voilà, c'est ça. Qui ne l'a pas lu? Ok. Super. Qui a vu le film? Ok. Qui ne l'a pas vu? Qui n'a pas vu le film? Ok. On sait, on ne va pas trop spoiler pour ceux qui évidemment n'ont pas vu et ni n'ont pas lu encore Dune. Voilà, pour ceux qui, évidemment, la première recommandation que je fais toujours, c'est voir le film pour déjà voir si on apprécie un peu l'univers et le délire. Et après, évidemment, lire le livre pour savoir la fin du film, enfin la fin du livre, vraiment, puisque le film ne raconte que la moitié du premier roman. Déjà, peut-être David, tu peux commencer par présenter Frank Herbert, ses spécificités. Tu as beaucoup bossé sur Herbert et son écriture. Oui, alors Frank Herbert, il y a plusieurs biographies qui existent en anglais. Il n'y a pas de biographie en français, même si effectivement dans Tout sur Dune, vous pourrez trouver par des spécialistes des synthèses biographiques sur Herbert. Alors bien sûr, une œuvre appartient à ses lecteurs et ses lectrices, appartient pas à son auteur. Enfin, légalement appartient à son auteur. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie de l'auteur, la connaître, ça permet d'enrichir la compréhension de ce qu'il a cherché à faire, ce qu'il a fait parfois sans savoir qu'il le faisait. Voilà, mais ça contient pas, ça n'épuise pas le sens de l'œuvre. C'est-à-dire que si vous, chaque fois qu'on va lire l'œuvre à une génération différente, on va faire saillir des aspects un peu différents, et donc on va, en contextualisant l'œuvre, l'expérience esthétique de l'œuvre change. Cela étant dit, la vie de Frank Herbert est quand même une vie très intéressante. C'est un Américain qui est né en 1920 dans un milieu catholique, ce qui est particulier aux États-Unis, puisque vous savez peut-être, mais les catholiques aux États-Unis sont minoritaires par rapport à la population protestante. Et Herbert, c'est quelqu'un qui était journaliste de formation, qui a travaillé au service de communication des armées, de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une expérience assez importante pour lui. Alors, j'aime pas parler de clé, mais un élément de réflexion sur son œuvre, c'est que c'est quelqu'un qui avait eu l'occasion de voir les documents de propagande de l'Allemagne nazie à destination des anglophones, et de voir aussi des documents à destination des pays européens qui étaient en allemand mais qui ont été traduits. Une idée qui l'avait un peu terrifié, c'est qu'une nation démocratique puisse basculer dans un régime autoritaire, et après on l'appellera un régime génocidaire. Et c'est important parce que c'est quand même une clé assez importante de sa réflexion d'adulte. Son excellence dans la communication, ça l'a mené vers les métiers du journalisme. Il a un tout petit peu travaillé dans la communication politique. Alors après, il ne faut pas survaloriser ça, parce que il a été proche de députés, notamment d'un député qui... Enfin, c'était pas de la grande politique, et ce qu'il a fait en politique aurait pu être fait par des gens sans doute beaucoup moins compétents que lui, mais ça l'a pas mal marqué. En fait, c'est un cousin de McCarthy. Ils étaient tous les deux républicains, mais assez éloignés personnellement et politiquement. Mais il a vu le macartisme au début des années 50. Donc McCarthy, c'est un député
républicain qui lance ce qu'on a appelé une sorte de chasse aux sorcières, c'est-à-dire une enquête sur les activités anti-américaines, qui en fait par activité anti-américaine, on voulait dire la présence d'idées communistes ou de sympathisants communistes dans certaines sphères du monde américain. Alors ça nous a beaucoup marqué, nous on connaît plus l'impact du macartisme sur Hollywood, mais c'est toutes les sphères de l'activité qui ont été touchées, et le moment où le macartisme s'est pris les pieds dans le... Il y a plein de raisons qui expliquent l'effondrement du macartisme. Une des raisons, c'est le moment où McCarthy a commencé à attaquer l'armée américaine, et il ne faut pas trop attaquer l'armée américaine, surtout qu'à l'époque, le président des États-Unis, c'est Eisenhower, qui est donc un ancien militaire. Donc voilà. Après, il a continué, il a commencé à écrire. En fait, il a écrit assez tôt, dès les années 40. Quand on écrit du récit d'aventure puis de la science-fiction dans les années 40-50, on est membre de l'âge d'or de la science-fiction américaine. On est le contemporain de très très grands auteurs. Mais en fait, le vrai succès de Herbert va venir un peu plus tard, sur un roman dont on ne connaît pas exactement la date à laquelle il commence à l'écrire, sans doute vers la fin des années 50, peut-être un peu avant, et en tout cas un roman qui est déjà bien avancé en 62-63 et qui est publié en 65, qui est donc Dune, qui rencontre un assez beau succès au début, mais ça va s'amplifier très très vite. C'est un roman qui va avoir de multiples traductions et qui va permettre à Herbert d'abandonner tous les boulots alimentaires qu'il faisait pour avoir le temps d'écrire et pour vivre, tout simplement. Des boulots alimentaires, ça sert pour vivre, voilà. Et en fait, il va pouvoir se consacrer à Dune, principalement à l'écriture des suites de Dune, parce que c'est une série de romans, Dune. Et Herbert va décéder dans les années 80. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'en fait, il meurt, il est né en 1920, mais il meurt un peu avant d'autres membres de cette génération-là. On peut comparer par exemple à quelqu'un de très important dans la SF américaine, qui est Ursula K. Le Guin, qui elle est de 29, mais qui est morte en 2018. Et donc Herbert meurt d'un cancer. Alors, je suis désolé, je suis nul dans les dates, donc, alors que je l'ai lu des centaines de fois. Je ne sais plus si c'est 84 ou 86. C'est 86, voilà. Et oui, c'est ça, son dernier grand entretien vidéo, c'est 84, et sa mort, c'est 86. Et voilà, alors de son vivant, Dune a eu une grande adaptation, un grand projet d'adaptation cinématographique, qui était celui de Jodorowsky. Et puis une vraie adaptation, qui était l'adaptation par David Lynch, et une adaptation en bande dessinée aussi, et de multiples traductions surtout. En France, le roman a été traduit très vite. Il a été poussé, accompagné, relancé de multiples fois par Gérard Klein, qui a très très longtemps été l'homme de la science-fiction en France, enfin, surtout en tant qu'éditeur. Voilà, alors que dire d'autre sur Herbert? Oui, milieu catholique, traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale à sa façon, puisqu'il n'a jamais été sur le front. Il a vécu dans l'ouest des États-Unis. C'est un Américain de l'Ouest, alors on pourrait développer là-dessus. Et puis il a connu cet immense succès avec Dune. Il a sympathisé avec Jack Vance, donc autre grand auteur de science-fiction de l'âge d'or, qui a écrit notamment le cycle de Chai. Ils étaient partis ensemble en vacances, plus ou moins dans un voyage, espèce de voyage initiatique avec leurs compagnes respectives, où ils ont essayé d'écrire un roman ensemble, projet qui n'a pas du tout marché. Vance à ce moment-là devait écrire des scénarios pour Hollywood. Et en fait, les deux ont plutôt beaucoup parlé, beaucoup fumé, et puis se créer un grand lien d'amitié, mais pas de roman ou pas de nouvelles qui va arriver. On a tendance à l'oublier, mais Beverly Herbert, la femme de Frank Herbert, a été très très importante dans l'écriture de Dune. C'est elle qui était la première relectrice, c'est elle qui a trouvé les noms et les titres des romans, c'est elle qui le faisait réécrire quand elle trouvait par exemple que les personnages féminins étaient trop stéréotypés.
À l'époque, Dune est une œuvre qui a des personnages féminins très intéressants, en tout cas modernes, beaucoup plus modernes que les personnages féminins de chez Asimov, voilà, qui était l'autre, le pape de l'âge d'or de la science-fiction. Ce qu'on peut aussi dire sur Herbert, c'est que c'est un père difficile, pas du tout patient, plutôt père abusif. Il avait un détecteur de mensonges qui trafiquait en fait pour ses enfants. Ça veut dire que si ses enfants disaient des conneries, c'est pas grave, il passait au détecteur de mensonges qu'il avait lui-même trafiqué. Et à partir de là, les enfants étaient interdits de parole. En fait, ça a été très compliqué avec les enfants de Frank Herbert. Il a deux enfants, deux garçons. Un est décédé du sida dans les années 90. Et l'autre, Brian Herbert, a repris en fait la franchise Dune. C'est lui maintenant le garant de l'estate. Et donc il raconte dans sa biographie Dreamer of Dune qu'il a fallu attendre un petit moment, plutôt les années 80, avant qu'ils arrivent vraiment à se réconcilier, puisqu'en fait le fils avait un énorme rejet face à l'œuvre littéraire du père. Il a lu Dune plutôt sur le tard, et du coup avait beaucoup de mal avec un père qui était assez tyrannique vis-à-vis d'eux, même si le regard a changé. Le moment où Beverly Herbert a eu un cancer, à ce moment-là Frank Herbert s'est occupé d'elle pendant 10 ans, jusqu'à son décès, et il meurt en fait 2 ans après le décès de sa femme. Et c'est à ce moment-là, au moment où Beverly Herbert va décéder, que son fils et lui arrivent à recréer un lien d'amitié. Et en fait, Beverly avait fait promettre à Frank de pousser son fils à écrire et à l'accompagner dans l'écriture. Donc il y a aussi une évolution du personnage Herbert, qui est quelqu'un qui, je pense, est très dur en fait, et un homme qui n'est pas du tout facile. Globalement, c'est son fils qui le dit. On sait qu'Herbert était probablement assez homophobe, comme beaucoup de gens de son époque aussi. Mais il y a toute une vision dans Dune, les méchants sont soit gays, soit efféminés. C'est vraiment le cliché en fait des méchants des années 60, 50-60. Et Herbert, le fils parle de poèmes assez homophobes qu'il a écrits à l'époque. Et donc un des fils d'Herbert était gay, et c'est lui qui est mort du sida en fait dans les années 90. Donc il y a tout un côté aussi, la face sombre de Frank Herbert, qui est intéressante à savoir, puisque quand même le grand principe de Dune en tout cas, c'était de dire quand Frank Herbert écrit Dune, il veut alerter les lecteurs de ne pas suivre les zones providentielles. Peut-être ça, David, oui, ça c'est aussi un autre aspect qui est un peu particulier, c'est-à-dire que, vous savez, comme de cette époque, on garde Dune comme étant une œuvre très importante, on a un peu l'illusion de perspective qui fait qu'on pense que Dune est représentatif de quelque chose. Or, il y a beaucoup de thèmes de Dune qui sont originaux, et il y a un thème original, c'est que dans beaucoup de romans de l'époque, soit on ne parle pas politique, de romans de science-fiction, soit on ne parle pas politique, soit le danger, c'est le danger soviétique. Et ce qui est très frappant dans Dune, pour une œuvre de son époque, c'est que pour réussir à réintroduire un écho de la guerre froide, il va falloir vraiment creuser dans Dune. Parce que, en fait, Dune n'est pas un écho de la lutte de l'Empire de l'Ouest contre le monde soviétique. C'est un écho, en fait, de la lutte des démocraties contre l'axe du mal, les puissances de l'axe, pardon, les puissances révélateurs, les puissances de l'axe, et donc avec cette idée que il y a toujours une possibilité que les sociétés abandonnent leur liberté et les déposent au pied des tyrans, ce qui est finalement un thème très très classique, mais beaucoup plus ancien que le XXe siècle. Dans Dune, il y a aussi une réflexion, alors c'est quelque chose qui n'est apparu que dans les dernières années, mais à la fin des années 40, il y a un auteur qui s'appelle Campbell. Alors je ne parle pas de l'auteur de science-fiction, je parle de Campbell qui était un mythologue, donc spécialiste de mythologie comparée, qui a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, qui a été énormément lu à l'époque. Et Campbell, aujourd'hui, n'est pas reconnu comme un grand professeur de mythologie comparée, il n'est pas du tout apprécié pour ça. En fait, dès les années 60, c'est un grand vulgarisateur, dès les années 50 même, c'est un grand vulgarisateur, et il est très apprécié par les scénaristes à Hollywood. Et Campbell écrit notamment, développe d'abord une théorie pour dire que grosso modo, quelles que soient les mythologies, elles fonctionnent toutes de la même façon, avec une structure du récit qui est toujours la même. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs auteurs s'emparent dans les années 60 du mythe du héros de Campbell, qu'on appelle parfois le monomythe, parce que c'est un mythe unifiant toutes les mythologies. Et il y a deux romanciers importants de l'époque qui pensent que Campbell a raison, mais qu'il faut contrer Campbell d'une façon ou d'une autre.
les deux auteurs importants qui s'approprient le monomythe, c'est Frank Herbert et Ursula Le Guin. Mais ils vont en faire une interprétation très différente. Ursula Le Guin dit, pour contrer le mythe, il faut sortir du héros individuel qui sort de la société pour vivre une aventure violente et qui revient à la fin pour sauver la société en disant c'est moi qui vous ai tous sauvés, bande de ploucs. Voilà. Donc, Le Guin dit à l'inverse, il faut avoir des héros qui ne sont pas nécessairement des hommes. Si c'est des hommes, il faut que leurs valeurs principales ce soit des valeurs d'humanité, pas des valeurs virilistes. Il faut que l'Odyssée soit collective et pas individuelle. Il ne faut pas qu'elle passe par la violence. Et il ne faut pas que ça finisse par un truc j'ai tout transformé, moi tout seul dans mon coin, bande de ploucs. Ça, c'est la vision de Le Guin. Donc elle réfléchit sur une manière d'écrire qui contrerait Campbell. Et Herbert le fait a pas du tout la même approche. Je pense que Herbert, alors ce qui suit, c'est purement spéculatif. Je me demande si chez Herbert, il n'y a pas une forme de réalisme politique, de dire que pour que quelque chose prenne auprès des gens, il faut accepter la manière dont sont les gens et comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Et donc, que si on veut changer les gens, il ne faut pas les traiter comme on aimerait qu'ils soient, mais il faut les traiter comme ils sont, que la communication, le journalisme, c'est dur, il faut s'appuyer sur les attentes perceptives des gens, il faut leur servir ce qu'ils veulent. Et donc, il va reprendre le monomythe, mais en disant, je vais vous créer le héros parfait. Et à la fin, vous allez tous l'adorer, et après, je vais le détruire, parce que je vais vous montrer que tout héros, s'il est tout seul, finit toujours en dictateur. Et Paul Atreides, le héros principal de Dune, c'est un peu ça le projet de Herbert, c'est prendre un héros qui est seul, on reprend les structures classiques du conte, c'est-à-dire il est fils de prince, enfin techniquement il est fils de duc, mais voilà, il est héritier de plein de filiations, il va subir des épreuves initiatiques jusqu'à devenir surpuissant et devenir, devenir le dictateur suprême. Mais bien sûr, dictateur éclairé, en fait il n'y a pas de dictateur éclairé selon Herbert. Et c'est un peu l'ambivalence de la réception de Dune, c'est que Herbert il a poussé jusqu'au bout ce projet, puisque les autres romans qui suivent Dune, c'est des romans de la destruction, des constructions du héros et de son empire. Sauf qu'en fait, même si les autres romans ont bien marché, aucun n'a atteint l'éclat du premier roman. Et donc d'une certaine façon, il y a une forme de demi-échec du projet politique et du projet d'éducation de Herbert, puisque les gens ont dit « Ah, c'est super, moi je veux être Paul Atreides, il est trop super Paul Atreides, il est fantastique ». Et voilà, il y a même une conférence des années 80 aux étudiants de Berkeley où il est complètement atterré par la réception de l'œuvre et on sent un peu de dépit là-dessus. Parce que, certes, c'est très agréable d'être lu par des millions de personnes, mais si vous avez fait ça en partie parce que vous aviez un message à faire passer et que le message n'est pas passé, c'est un peu douloureux. Après, le message est passé, il voulait démontrer que les peuples sont toujours prêts à se soumettre à des tyrans. Là, il l'a démontré, voilà, nous sommes tous soumis à Paul Atreides, voilà. Mais c'est intéressant de se dire que, en fait, pour opposer Le Guin à Herbert, qui ne se connaissaient pas, alors qu'ils ont tous les deux longtemps vécu en Oregon à la même époque, en fait, c'est que Le Guin décide de changer ses moyens, parce qu'elle a une fin différente à atteindre, et donc elle change de moyen d'expression, donc elle s'éloigne du monomythe, et Herbert, au contraire, dit, et c'est son réalisme politique, tous les moyens sont bons, on reprend les moyens de l'adversaire, on reprend le monomythe. Voilà. Mais la critique qu'on adresse souvent au réalisme politique, c'est de dire les moyens deviennent toujours les fins. Par exemple, si vous utilisez la violence, à la fin, la violence devient l'horizon politique. Et bien là, d'une certaine façon, il utilise le monomythe et il est surpassé et écrasé par le monomythe. Donc elle a bien une visée politique. Elle est bien dans l'œuvre, c'est-à-dire on la voit disséminée un peu partout.
mais non, d'une certaine façon, il avait tout à fait raison sur ça, sur le fait que c'est ce danger, un danger de fascination pour l'excellence, pour la puissance, de dire si l'un d'entre nous possède toutes les qualités humaines, n'est-il pas naturel de lui donner tous les pouvoirs? Et ça, c'est déjà une réflexion d'Aristote, donc c'est pas nouveau. Ça, par exemple, on n'a pas réussi. Alors, c'est un point de détail, mais la recherche sur Dune, le livre dirigé par Lloyd est une très grande réussite, mais en fait, c'est vraiment pour moi le début d'une deuxième phase d'étude sur Dune, parce que par exemple, quand on fait de la recherche sur un auteur, toujours intéressant d'avoir accès à ses archives. Et pour le coup, on n'a pas accès aux archives de Frank Herbert. On a accès à beaucoup de documents publics, mais dans beaucoup d'entretiens, il dit pour écrire Dune, j'ai lu ces 200 livres. Il y a même une archive qui est une archive audio d'un long entretien. Il y a une photo, et on voit les livres derrière lui, et on a des gens qui ont zoomé pour malheureusement on réussit à lire aucun titre de livre, et on est réduit à la spéculation de savoir est-ce qu'il a lu celui-là, est-ce qu'il a lu ce voilà. Et donc par exemple, je ne sais pas s'il a lu Aristote, et voilà. Après il y a des choses qui sont plus clairement faciles à interpréter. Il y a des citations de Saint-Augustin, on sait qu'il a lu Saint-Augustin quand il était jeune. Et voilà, donc tout est, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire sur Dune. Je précise quand même que dans mes propres articles sur Dune, dans le livre, je me suis forcé à ne parler que de Dune, le premier roman, parce que c'est l'œuvre la plus lue. Et donc je ne parle pas des films, je ne parle pas des autres adaptations, et je ne parle pas des autres romans, parce que je trouve que c'est plus intéressant de parler de quelque chose que beaucoup de gens ont lu. Et voilà. En fait, l'idée de ce livre, qui en fait, l'objectif était de faire un 256 pages, qui est devenu plus tard un 300 pages, qui analysait tout ce qui s'était passé autour de Dune, et aussi la création du roman, les personnages, l'univers, les films, et puis avec pas mal de réflexions autour, vu qu'il n'existait à ce moment-là rien en fait en France sur Dune, qui analysait vraiment l'œuvre de Frank Herbert. Alors l'année 2020, avec l'annonce du film, a aidé, donc il y a eu d'autres livres qui sont sortis, d'autres essais sur Dune évidemment, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal déblayé des choses où il n'y avait vraiment rien avant vraiment ce livre-là, qui analysait en France l'œuvre et ce qu'avait voulu faire Frank Herbert. Il y a beaucoup plus de choses dans les pays anglo-saxons qui ont beaucoup plus cette culture d'aller analyser, mais par exemple, c'est assez rigolo, il y a très peu de gens qui ont fait une thèse sur Dune. Voilà, il y en a 2 en France, c'est déjà bien. Il n'y a personne qui a fait de thèse sur Stephen King, par exemple. Donc voilà, si on se rend compte qu'on commence à s'amuser à aller chercher les grands noms de l'imaginaire, Asimov, Herbert, King et compagnie, il y a finalement très peu de choses, excepté K. Dick, qui en France a toujours eu un truc, beaucoup plus qu'aux États-Unis d'ailleurs, qui est beaucoup plus apprécié en fait. Il y a une aura sur K. Dick qui est très intéressante, et donc du coup qui permet beaucoup de réflexion. Sur Dune, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier le chemin du héros de Paul avec un autre héros que vous connaissez forcément, qui s'appelle Luke Skywalker. Évidemment, George Lucas s'est inspiré de pas mal de choses pour la Guerre des Étoiles, dont Dune. Et Campbell aussi. Et Campbell, évidemment. Frank Herbert a hésité à attaquer Lucas, en fait, en justice, parce qu'il avait relevé 16 occurrences majeures entre son univers et celui de George Lucas. Alors, Arrakis tatoué le même combat. Le Bene Gesserit peut faire penser finalement à des Jedi dans Dune, qui utilisent la voix pour manipuler les esprits faibles. Il y a pas mal de choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement le parcours de Luke Skywalker et Paul Atreides est extrêmement différent. Et du coup, Luke Skywalker est en échec, même à la fin du retour du Jedi. Il n'arrive pas à battre l'empereur. Il bat son père, mais c'est finalement son père qui arrive à terrasser l'empereur. Et donc Luke Skywalker est un héros qui n'arrête pas de se poser des questions, qui finalement se rapproche du spectateur, du public. Alors que tout de suite, l'éditeur, comme Frank Herbert a été préédité en fait dans la revue Analogue, comme ce qui se faisait à l'époque, on prééditait les premiers chapitres d'un roman et puis après le livre sortait. Et donc son éditeur, qui est aussi assez important, John Campbell, dans l'histoire de la SF, puisque c'était l'éditeur d'Asimov, de Simard, il a édité tout le monde en fait. C'est pas le même Campbell. C'est pas le même Campbell. Ce Campbell-là, en fait, lui reprochait à Herbert que son héros était tout de suite trop puissant et qu'on ne pouvait pas s'attacher à lui. Que c'était compliqué de s'attacher à Paul Atreides, qui était déjà trop puissant, et que finalement tout le travail et le bascule que va vivre Paul dans la suite
Pour Campbell, ça allait pas du tout parce que justement, ça allait trop créer de distance avec le lecteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le succès de Star Wars, finalement, qui a été immense à l'époque. Du coup, c'est toujours rigolo de pouvoir, et on a un article dessus qui analyse en fait le parcours de Luke et le parcours de Paul, et de voir que finalement le parcours de Luke Skywalker est beaucoup plus proche des attentes du public, et on s'y attache beaucoup plus, alors que Paul perd son humanité au fur et à mesure du roman Dune, puisqu'en fait avec la préscience et ses pouvoirs, on voit qu'il va être dominé en fait par l'épice et par ce qu'il va voir. Et c'est aussi, par contre, quelqu'un qui s'est vraiment inspiré de Dune, et pareil, vous le connaissez forcément, c'est George R. Martin. Il est un grand lecteur de Dune, et Game of Thrones fait évidemment beaucoup penser à Dune, notamment avec le basculement de certains personnages, on ne dira pas le nom, mais il y a des choses qui paraissent totalement logiques en fait, qu'on sait que Martin était vraiment un fan de Dune. Un petit détail, dans le Messie de Dune apparaissent les tueurs, les espèces de super tueurs danseurs visage, qui font évidemment écho aux tueurs du dieu multiphase dans Martin. Donc il y a aussi pas mal de petites occurrences qu'on peut voir, le fait de l'affrontement de maisons dans Dune, l'affrontement des maisons dans Martin. Donc Martin s'est toujours revendiqué proche de ce qu'avait fait Herbert. Et je pense à moderniser finalement pas mal ce qu'a fait Herbert, puisque quand on voit les critiques du film de Denis Villeneuve, donc des gens qui n'ont pas forcément aimé, pas mal de gens disent mais quand on a vu Game of Thrones, ça paraît un peu ringard tout ça, ou ça paraît un peu trop, voilà, c'est un peu trop classique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on sait que finalement Martin s'est inspiré de Herbert, qui à l'époque on n'avait jamais lu ça. Donc ça, c'est toujours intéressant de recontextualiser l'œuvre. Et puis on essaye de dire pas mal de choses sur Dune, c'est-à-dire que Dune était innovante pour les différentes thématiques. Il y a l'écologie, la décroissance technologique. Dans Dune, les machines ont été abattues par l'homme. Il y a évidemment la richesse, enfin on va dire l'eau, l'importance de l'eau, la richesse de l'eau sur une planète désertique. Et puis d'autres thématiques, la génétique. Herbert était un des premiers à traiter de la génétique. À l'époque, personne n'en parlait réellement. Et puis toutes les questions politiques qui étaient très innovantes et très modernes. Et puis quand on regarde les maisons qui se font la guerre, on peut évidemment, en tout cas quand j'avais interviewé Gérard Klein, donc l'éditeur français, lui voyait la lutte des maisons comme, on peut dire, une métaphore actuellement avec ce qui se passe avec les GAFAM. Donc, puisque dans Dune, ce sont des corporations qui se battent. Donc il y a en effet des maisons nobles qui travaillent en lien avec des corporations, donc la guilde et compagnie, et le navigateur. Et donc du coup, on peut faire un lien aussi comme ça. Ce qui est intéressant, c'est tout le côté moyen-oriental de Dune. Voilà, ça aussi, c'est la grande innovation. C'est que dans Dune, c'est un monde qui utilise aussi l'imaginaire du Moyen-Orient. Si vous avez vu le film de Denis Villeneuve, on a rarement vu autant d'hommes et de femmes voilés dans un blockbuster hollywoodien. C'est assez amusant. Il y a la langue. L'immersion se fait aussi par la langue. Usul, Muad'Dib, voilà, c'est des mots djihad. À l'époque, personne ne savait ce que c'était le djihad. Maintenant, tout le monde connaît, mais du coup, voilà, ça aussi, c'est intéressant, tout le travail de la langue qui permet de rentrer dans cette œuvre qui n'est pas forcément si évidente que ça, puisque si vous regardez bien dans Dune, on est comme dans une pièce de théâtre, dans une tragédie shakespearienne. Herbert a évidemment fait écho à Shakespeare. Et du coup, quand on regarde la narration de Frank Herbert, Frank Herbert ne décrit pas les scènes de combat, par exemple, ça fait 2 pages maximum, quoi. On n'est pas du tout dans une narration un peu à la Pierre Bordage, pour ceux qui connaissent un peu Pierre Bordage, qui va faire 10 pages, 15 pages de combat, on va avancer avec le héros dans le sang et la mêlée. Il n'y a pas du tout ça chez Herbert. Donc c'est assez intéressant, on est dans... En fait, moi, la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu le film de Denis Villeneuve, c'est qu'il se passe plein de choses dans Dune. Mais quand on lit le roman, on n'a pas forcément la sensation qu'il se passe autant de choses. Puisque en termes de rythme, peut-être David, ça que tu peux aussi en parler, en termes de rythme, on a un rythme finalement assez lent. Aussi lent qu'il faut pour percer les boucliers. Disons, c'est effectivement écrit comme une pièce de théâtre. Dune, il y a un côté... alors parfois on appelle ça un space opéra. Mais le terme de space opéra, pour moi, a vraiment rarement été autant justifié que pour Dune, puisque une grande partie de l'opéra est quand même très influencée par le théâtre de la Renaissance. Et effectivement... alors tout à l'heure je disais c'est dur de connaître précisément les vraies influences de Dune, mais les influences shakespeariennes là elles sont très faciles à relever parce qu'elles sont explicites et voilà, mais parce que faut voir que pour des anglo-saxons, notamment pour des américains du XXe siècle, quand vous êtes au lycée aux États-Unis, vous allez faire beaucoup de Shakespeare en fait. C'est vraiment, même Molière en France n'a pas ce statut d'auteur central dans l'éducation parce que c'est l'auteur qui crée la langue anglaise moderne.
qui crée la langue lettrée, qui est multijouée, c'est-à-dire Shakespeare est beaucoup plus joué dans les pays anglo-saxons que Molière, Corneille en France, et Dune, à certains égards, c'est une réécriture d'Hamlet. Alors, il y en a qui n'ont pas lu Dune, donc voilà, mais attention, la fin de Dune, ça ressemble un peu à la fin d'Hamlet, voilà. L'histoire de cousins qui ne s'entendent pas bien, il y a plusieurs personnes qui vont mourir, attention, préparez les Kleenex, et voilà. Il y a une réécriture d'Othello autour d'un personnage qui s'appelle le Dr. Huey. Il y a une réécriture de Macbeth, il y a notamment un personnage qui s'appelle Duncan. Alors, c'est pas juste parce qu'il y a un Duncan, parce que sinon, si toutes les fois qu'on emploie Duncan, on dit c'est une réécriture de Macbeth, on n'est pas sorti de l'auberge, mais parce que dans Macbeth, il y a des sorcières qui vous prédisent l'avenir, et en fait, en voulant éviter cet avenir, vous provoquez, et voilà, c'est quand même deux thèmes importants, les sorcières et la prédiction, c'est deux thèmes importants dans Dune. Et il y a même des clins d'œil plus disséminés, par exemple, dans le Songe d'une nuit d'été, il y a un personnage qui s'appelle Puck, Puck, en fait, il y a des éléments de Puck qui se retrouvent dans le personnage de Dune qui s'appelle Gurney Halleck. Après, l'autre chose aussi, c'est que Dune, c'est vraiment un roman. Donc en fait, ça utilise les ressources expressives du roman, qui ne sont pas les mêmes que le cinéma. Et donc, dans Dune, il y a beaucoup de monologues intérieurs, ce qui est assez atypique pour les romans de l'époque, parce que ça donne des formes d'exposition de ce que pensent les personnages, alors que normalement on est dans une focalisation complètement externe. Donc c'est aussi une originalité de Dune. Alors je sais qu'il y a des lecteurs, ça les a un peu freinés dans Dune. Je trouve que c'est un peu explicatif par moment, parce qu'on sait ce que pensent les personnages, et on ne regarde pas de l'extérieur les personnages, mais le duc, Dame Jessica, Paul, c'est des personnages dont on entend souvent la voix. Alors après, la comparaison avec Game of Thrones, moi je sais qu'elle est réelle parce que l'inspiration est réelle, revendiquée, explicitée. Après, je pense qu'il y a quand même une grosse différence, c'est pour revenir en arrière à cette idée de quelle est la signification du personnage de Paul Atreides. Cela dit, je viens de me rendre compte, oui, oubliez ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, effectivement, il y a un élément de Game of Thrones sur l'évolution d'un des personnages qui donne effectivement l'impression que la leçon a été retenue. Voilà. Sur la question du monde arabe, il y a plusieurs choses. C'est que le monde arabe, Herbert y est arrivé de trois manières très différentes. C'est, faut voir que les Américains n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le monde arabe de manière générale. C'est vraiment pas un endroit. Autant les Américains, ils adorent envahir l'Amérique du Sud. Dans les années 50, c'est déjà un truc qui les travaille. Mais le monde arabe, à l'époque, c'est pas leur préoccupation. Mais il y a un best-seller, qui est un best-seller depuis presque 40 ans, à ce moment-là, quand Herbert le lit, oui, plus d'une trentaine d'années, c'est Les 7 piliers de la sagesse. Qui est l'œuvre d'un ancien officier du renseignement britannique qui s'appelle Lawrence, et qui a inspiré Laurence d'Arabie. Voilà. Et donc il y a cette figure du blanc qui va partir au contact de populations, de tribus arabes, et qui va petit à petit devenir lui-même un membre de ces populations. Donc ça, c'est quelque chose qui marque Herbert une première fois, parce que c'est une lecture importante pour lui. Après, il y a l'idée de Dune, c'est qu'en fait, il doit faire une sorte d'article sur comment l'érosion de la façade océanique dans l'Oregon est endiguée par des dunes, et donc comment l'État américain peut ajouter des dunes pour empêcher en fait la destruction des routes et des autoroutes par l'érosion. Et il y a une troisième chose, c'est qu'en fait, parfois, certaines personnes voient Dune comme un commentaire sur la crise pétrolière des années 70. Vous devinez que ce n'est pas possible, puisque Dune a été écrit longtemps avant. Sauf que, en fait, l'OPEP est une organisation qui date du début des années 60. Et comme Herbert est journaliste et qu'il suit cette question-là, en fait, préoccupe déjà les gens informés.
au début des années 60 aux États-Unis. Enfin, sur la question des guildes, des corporations, des choses comme ça, qui est devenu un thème dans la SF, mais des années après, qui n'était pas un thème de l'époque, en fait, je me demande si c'est pas déjà l'écho d'articles, de discours d'Eisenhower, et il y a un discours d'Eisenhower qui dénonce en fait la création aux États-Unis d'un complexe militaro-industriel. Et je pense que c'est une des sources en fait. Là, ce segment-là, c'est spéculatif de ma part. Voilà. Autant Shakespeare, Lopev, tout ça, c'est pas spéculatif. Autant est-ce que ça vient de là? Oui, mais à mon avis, c'est assez possible que ça vienne de là, mais c'est pas sûr. Alors, on va parler un peu des adaptations. Évidemment, c'est dur de ne pas parler de Dune sans parler des films ou des tentatives de films. Il y a un lien assez fort avec la France et Dune. Déjà, c'est un des pays en France où le livre a le mieux marché. Il y a 2,4 millions d'exemplaires qui ont été vendus depuis de Dune, même si le succès est venu au fur et à mesure, et notamment a explosé grâce à l'adaptation de David Lynch et des collections Pocket, illustrées par Wojtek Szulmak, divisées en 2 parties. C'était le coup de génie d'un autre éditeur aussi culte que Gérard Klein, qui était l'éditeur de Pocket à l'époque, et qui a décidé de faire ce coup-là, de diviser en 2 en fait les livres. Ça se faisait assez peu finalement. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là où le livre explose en France. C'est à ce moment-là où un jeune garçon nommé Denis Villeneuve va voir ce visage avec ses yeux bleus et va décider de prendre le livre. C'est comme ça qu'il va découvrir Dune. Donc tout de suite, en fait, un pays veut adapter Dune, c'est la France, c'est Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky et Michel Seydoux. Jodorowsky, à ce moment-là, vous le savez peut-être, a fait des Midnight Movies, a eu du succès avec des films assez barrés, qui sont, moi je trouve assez géniaux, j'aime beaucoup El Topo personnellement. Et donc Jodo, qui n'a pas lu le livre à l'époque, mais on lui parle du livre, et donc il décide de l'adapter, sans le lire, puis après il le lira évidemment, va réunir des guerriers spirituels, qui ont tous été réutilisés par Hollywood. Donc Moebius, Jean Giraud alias Moebius, Chris Foss, Dan O'Bannon, voilà, pas mal de diggers, pas mal de gens qui vont après travailler sur le projet Alien, donc qui vont être réutilisés, et après qui vont faire tous carrière à Hollywood et compagnie. Donc Alejandro va réunir ces gens-là. Il va aussi réunir un casting de dingue, Orson Welles, Mick Jagger, Amanda Lear, Dali. Il y a tout un délire avec Dali, un délire mégalo pour savoir qui sera le plus payé. Enfin, Dali avait demandé à être l'acteur le plus payé d'Hollywood, donc à l'heure ou à la minute. Enfin, bon, il y a tout un délire entre les deux. Et en fait, ils vont créer un storyboard. Donc le film va être illustré totalement par Moebius. Le film, en tout cas l'adaptation de Jodorowsky, est très différente de l'œuvre de Dune. Toute la fin n'a rien à voir. Enfin, il donne vraiment, lui, son interprétation de Dune, et aussi comment c'est intéressant d'ailleurs, hein, quand vous pouvez voir le documentaire Jodorowsky Dune, qui est assez génial, et on voit totalement comment Jodo se réapproprie en fait ce bouquin pour faire du Jodo, quoi, pour faire son truc à lui. Et malheureusement, le film ne va pas se faire, ou heureusement. D'ailleurs, on a un article, on a la seule nouvelle uchronique qu'on a dans le MOOC et dans Tout sur Dune, ça imagine si le film était sorti. Et donc, bon, on imagine que c'est un énorme échec, que la science-fiction, que finalement ça empêche Star Wars de sortir, et que ça devient un film maudit, parce que si on suit le truc de Jodorowsky, qui était de faire un film de 6 heures, voilà, vous imaginez bien. Et en fait, les producteurs vont avoir peur de lui. Moi, j'ai pu rencontrer Jodorowsky là, il n'y a pas très longtemps. Enfin, l'année dernière, c'était assez incroyable, mais même à 94 ans, quand il vous regarde les yeux dans les yeux, vous sentez l'aura, quoi. C'est waouh, c'est incroyable. Et du coup, c'est vrai que je pense que Jodo a fait peur. Vous voyez Jodo, je pense que Jodo jeune, ça doit être quelque chose. Donc aucun producteur hollywoodien n'a voulu ajouter l'argent qui manquait pour faire ce film. Mais par contre, le storyboard va tourner dans tout Hollywood et va sûrement servir d'inspiration pour beaucoup d'autres films. Mais les créateurs du storyboard sont tous réemployés après plus tard. Donc le film ne se fait pas. Jodo va beaucoup souffrir de ça. Et finalement, il va faire son Dune dans 2 œuvres, L'Ancal et La Case des Métabarons. Si vous avez lu ces BD-là, il y a beaucoup de choses qui font écho à Dune à l'intérieur. Et finalement, Jodo aura sa revanche, je pense, puisque maintenant c'est quand même quelqu'un de connu internationalement. Ou même Kanye West essaye de le voir pour discuter avec lui. Ça lui dit bien le truc. Donc très peu de temps après, en fait, Dino De Laurentiis va acheter les droits d'adaptation. Sa femme est fan de SF. Elle souhaite qu'il adapte Le Seigneur des Anneaux et Dune. Donc il va commencer par Dune.
Malheureusement, ça va pas du tout bien se passer. Pourtant, à l'époque, lui, en fait, il y a finalement Star Wars est sorti, donc il veut surfer sur le renouveau Space Opera. Avant Star Wars, le dernier grand film un peu Space Opera, ça avait été 2001 Odyssée de l'espace, qui avait été le truc énorme, immense, mais depuis, il n'y avait pas eu de film similaire, et donc c'est Star Wars qui va tout déclencher. Pour lundi prochain, je fais un podcast sur Moonraker, 79, 77, voilà. Même Moonraker, même James Bond, ils ont fait un film pour faire écho à Star Wars. Donc du coup, Dino De Laurentiis veut faire un Star Wars pour adultes. D'ailleurs, le film est vendu comme ça, Dune, le Star Wars pour adultes. Alias versus les enfants. Et le tournage va être très compliqué. Pourtant, ils vont prendre un jeune réalisateur très brillant, David Lynch, qui avait fait Elephant Man, que George Lucas avait essayé de récupérer pour le Retour du Jedi, et ça n'intéressait pas du tout David Lynch. Par contre, il avait lu le roman, il avait aimé Dune et le Messie de Dune, et ça lui plaisait, en tout cas le projet lui plaisait. Mais malheureusement, il va y avoir beaucoup de versions de scénarios qu'on peut trouver sur internet, au moins une dizaine. Le tournage va être catastrophique, ça va se passer au Mexique. Rafaela De Laurentiis, qui est une jeune productrice de 27 ans, fait en même temps Conan 2. Donc sur les dunes, on peut avoir les gens en armure Fremen et les autres qui sont en train de tourner Conan. Donc il y a plein de problèmes de tournage, notamment sur les décors. En fait, aux États-Unis, sur les plateaux de tournage, ils ont des décors où qu'on peut changer de place, quoi. Donc comme ça, tous les jours, le studio va être utilisé différemment et tous les décors sont préconstruits, on les met et on les retire. Là, au Mexique, ça va pas être possible. Donc ils vont faire des décors qui peuvent pas bouger. Donc ils vont être obligés d'utiliser les décors là. Il va y avoir beaucoup de problèmes de place, des intoxications alimentaires. Ils vont être obligés de faire venir des cuisiniers italiens au Mexique parce que c'est très compliqué. Donc voilà. Et puis Rafaela va virer le monsieur des effets spéciaux au bout de 7 mois de boulot. Je pense que vous vous souvenez des effets spéciaux peut-être dans le Dune de David Lynch, des cubes de combat. Bon voilà. Tout est très très compliqué et le film est un énorme échec. Alors que Frank Herbert a participé avec David Lynch à l'adaptation, il est à fond sur le projet. Le film va être un four total. Le montage de Lynch fait 4h30 à peu près. Et on lui demande de couper ça à 2h15. Donc le film a plein de qualités. Moi je pense que c'est un grand film raté. Ça veut dire qu'il y a plein de choses super. Moi je trouve dans ce film la musique, les acteurs, il y a vraiment des parties pris que je trouve top. Enfin, l'ouverture avec Irulan, c'est génial. Et on rêve quand même pas mal avec ce film. Malheureusement, toute la deuxième partie du film est terrible, quoi. Les 300 pages résumées en 30 minutes, c'est vraiment pas évident. Et donc à ce moment-là, Dune va avoir une aura de film maudit. Et donc ce sera un peu le projet que personne ne voudra plus adapter à Hollywood, puisque forcément on s'y casse les dents. Et finalement, ça va être encore des Français qui vont relancer la chose avec un jeu vidéo, Dune, du studio Cryo. Peut-être certains ont joué à ça dans les années 90. En même temps, les Américains sortent Dune, Battle for Arrakis, qui vont sortir presque au même moment. Et donc en fait, ces deux jeux vont donner envie à des jeunes joueurs de s'intéresser à Dune. Donc ça va être une adaptation qui va avoir du succès, et un gros succès d'estime. Et puis la dernière adaptation, autre celle de Denis Villeneuve, c'est une mini-série qui est sortie sur Sci-Fi. Alors chez nous, c'était sur Canal Jimmy, donc moi j'ai aussi, dans mon Dune Tour, j'ai rencontré une personne qui regardait ça à l'époque en direct. C'était incroyable. Je l'ai près de Clermont-Ferrand en plus, dans vraiment un bled paumé total. Et quelqu'un me dit ouais, j'ai regardé à ce moment-là. Et c'est vrai que la série va pas être vue en France malheureusement, mais moi je l'avais vu. Voilà un autre. Moi je suis venu aux États-Unis et ça a été un immense. C'est-à-dire la chaîne Sci-Fi l'a teasé pendant 3 mois. Et quand les gens l'ont vu, je crois qu'il y a eu un cri qui a traversé toute l'Amérique et voilà, c'était un peu dur. Mais en fait, après, je sais pas quoi s'attendaient les gens, c'est que Sci-Fi, même si c'est une chaîne de passionnés, voilà, c'est des problèmes de budget, quoi. En fait, Sci-Fi est aussi connu pour, à l'époque, dans les années 90, début des années 2000, pour des trucs un peu cheapos. La série va fonctionner quand même. Malgré ça, la série fonctionne et ça va leur donner envie d'adapter ou de relancer une saga culte qui est Battlestar Galactica. Donc grâce à Dune, il y a eu Battlestar. C'est assez marrant quand on y repense, parce qu'ils se sont dit, tiens, ça a fonctionné, on peut réadapter en fait d'autres œuvres. Et après, il va y avoir une tentative d'adaptation par la Paramount en 2010. On a d'ailleurs une planche de storyboard qui a été gentiment offerte par Paul Pop, qui est un dessinateur de génie de BD, Eisner Howard, qui nous a contacté comme ça, la fleur au fusil. Bonjour, je suis Paul Pop, ça vous intéresse une planche?
suis bon, ok. Presque gratuitement, d'ailleurs, qui nous a donné ça. Et du coup, il faut attendre Denis Villeneuve pour que ce projet arrive. Alors la vraie question, c'est est-ce que Denis Villeneuve sera le Messie de Dune? On peut déjà voir qu'en termes de vente de livres, ça a été une explosion, et surtout, ce qui est intéressant avec son film, moi personnellement j'ai beaucoup aimé, mais du coup, ce qui a été grand ouf de soulagement après avoir vendu Dune pendant 1 an et demi, quand vous voyez le film, vous dites ça y est, et c'est plutôt bon, vous dites ah oui, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce film va toucher le nouveau lectorat qui est les millennials. Et ça qui est super, c'est qu'on voit maintenant plein de jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, qui peut-être avaient jamais entendu parler de Dune, mais du coup qui s'y intéressent grâce à Timothée Chalamet et Zendaya. Pour la petite anecdote, on était avec David à l'avant-première au Grand Rex, et donc à un moment donné, il y a un tapis rouge avec que des jeunes qui attendent évidemment les stars. Et donc tu as une journaliste qui fait donc, le duplex, donc nous dans la salle on regarde, et donc elle a dit alors qui est fan de Dune, qui a lu tous les romans de Frank Herbert? Personne ne l'a lu. Il y a eu des rires dans la salle, moi j'étais mort de rire, sérieusement. C'était un rire un peu jaune hein, quand même. On était tous là en mode waouh. Et puis en fait, donc il y a un moment de flottement, on sent que la journaliste est un peu surprise, et elle dit mais vous êtes là pourquoi? Et donc les gens disent pour Zendaya et Timothée Chalamet. Donc c'est intéressant parce qu'en fait le choix de ce casting là, je pense peut-être pour ceux qui ont des ados, peut-être ils sont allés voir Dune grâce à ces deux acteurs. Ils se sont dit ouais on va y aller, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que l'idée de ce projet c'est que ça va relancer une nouvelle génération de gens à lire Dune et à découvrir la série. Est-ce que ça fera comme ce qui s'est passé avec le Seigneur des Anneaux notamment, qui avait totalement relancé plein de jeunes lecteurs en même temps qu'Harry Potter à ce moment-là? On verra, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que le film de Denis Villeneuve arrive pour l'instant à bien manier le spéculaire et le spectaculaire. Donc le spectaculaire évidemment, le spéculaire c'est le côté profond entre guillemets, le côté où il y a un peu de méta, puisque globalement ce qu'on voit c'est que pendant 40 ans, de 68 à 99, on a un film de SF qui va marquer une décennie, que ce soit du côté spectaculaire et le côté spéculaire, on a le cerveau retourné en sortant de la salle de cinéma. Donc il y a 2000 ans en 68, il y a Star Wars en 77, Blade Runner en 82, qui n'est pas un succès d'ailleurs, mais qui après va infuser toute une génération, 99 Matrix, et ce qu'on se rend compte c'est qu'à partir des années 2000-2010, on va avoir des films de SF qui vont être beaucoup plus dans le spectaculaire, dans l'écran postmoderne, c'est ce que théorise Laurent Julier, qui est un chercheur en cinéma, et qui dit que maintenant le spectateur il va être comme dans un parc d'attraction, quoi. Donc ça va être immersion, émotion à fond, et donc action à fond. Donc les deux grands films de SF depuis ces 20 dernières années, Avatar en 2009, succès énorme, et c'est quand même le film qui impose la 3D dans toutes les salles de cinéma, ce qui est quand même pas mal. Et puis après Mad Max Fury Road en 2015, qui est un film qui est visuellement incroyable, et on sort de là épuisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première poursuite, au moment où il y a la tempête, et donc il y a une espèce de fondu au noir. Moi dans la salle de cinéma, il y a des gens qui ont soufflé quoi. Je me suis dit ah ouais, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est intéressant avec le film de Denis Villeneuve, on va voir, après l'avenir nous dira qu'est-ce qui va se passer et si ce film va influencer aussi derrière, mais c'est qu'on est dans une science-fiction qui un peu reprend ce qui se faisait avant. Ça veut dire le côté très spectaculaire du film, avec un travail sonore assez fou, avec des séquences d'action vraiment qui sont dingos. Il y a tout un travail quand même esthétique qui avait, au moins il y a des enjeux, et on voit que ça change de quand même 10 ans de Marvel d'ici, quoi. Là on se dit ah ouais, il y a quelqu'un qui essaye qui tente quelque chose pour un blockbuster hollywoodien. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ou pas si ce film va arriver à s'inscrire dans un monde où finalement ceux qui font la meilleure science-fiction, c'est plus le cinéma hollywoodien, c'est les plateformes de streaming. C'est vraiment elles qui dominent le marché en termes de SF de qualité. Et c'est vrai qu'on est en train de se rendre compte que Hollywood, là, si Dune ne fonctionne pas aux États-Unis ou en Chine, ce sera peut-être la fin d'une forme de cinéma de science-fiction qu'on a connue. Et donc du coup, on est vraiment aussi dans une bascule. En plus avec le Covid, du coup, il y a aussi d'autres enjeux pour les salles de cinéma, qui est de faire revenir du monde. Donc le film de Denis Villeneuve est intéressant parce que Dune peut, autre que ça va relancer une nouvelle génération à découvrir les livres et puis à partager un amour pour la SF, c'est aussi un enjeu pour Hollywood qui se retrouve face à ses limites, avec des plateformes de streaming qui ont un budget limité, qui vont chercher de plus en plus de grands noms et qui leur laissent carte blanche, puisque c'est quasiment impossible à Hollywood d'avoir carte blanche maintenant, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'était un peu le court résumé de 30-40 ans de cinéma. Oui, ce qui est assez frappant sur les adaptations de Dune, c'est que ce que je trouve très bien, par exemple, c'est que si on compare à Harry Potter, les adaptations sont arrivées assez vite.
elles sont très fidèles et elles ont complètement été adoubées par les fans. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça va être difficile de réadapter Harry Potter dans quelques années. C'est qu'il y aura toujours les images de cette première adaptation. Dune, en fait, tous les projets d'adaptation ont dû se livrer à de l'adaptation. C'est-à-dire, par exemple, l'adaptation de Jodorowsky, c'est très clairement une adaptation où Jodorowsky, ce qui lui plaît, c'est le côté mystique de Dune. Alors moi, je pense que Dune n'est pas du tout une œuvre mystique. Je pense que Herbert, c'était quelqu'un de dur et cynique, qui pensait que la religion sert à manipuler les populations. Et donc, il n'y a pas de vrai mysticisme dans Dune. Que la préscience dans Dune, voir l'avenir, c'est pas du mysticisme, c'est juste le développement d'une faculté humaine. Donc c'est un côté SF, c'est de la SF, c'est pas de la magie du tout. Et l'adaptation de Lynch, alors que j'aime beaucoup aussi, mais c'est un peu en kit en fait, c'est-à-dire tous les morceaux sont bons. Mais mis ensemble, c'est dur à digérer quand même. mais bon, il y a de l'allant. Moi, je trouve que le casting du Lynch est fantastique. Après, j'ai quand même un peu l'impression que, je sais pas si... alors tu nous diras, parce que Villeneuve, toi tu l'as rencontré plusieurs fois, mais c'est que je me demande si Villeneuve s'est posé des questions sur l'échec du Lynch. Enfin, je le suppose, j'espère, mais je ne sais pas s'il travaille comme ça. Mais j'ai l'impression que Lynch a voulu tout adapter, alors que Villeneuve avait le choix de se concentrer sur certaines intrigues et de mettre au second plan, voire d'effacer certaines lignes narratives de manière à alléger un peu la structure d'ensemble du récit. Je trouve que c'est un bon choix, surtout que ça l'amène quand même à un film... s'il va jusqu'au bout, qui fera plus de 4 heures, puisque c'est le premier film, il fait combien là ? 2h30. 2h30, si le deuxième fait 2h30, on sera à 5h, voilà, donc déjà 5h en ayant coupé les lignes narratives, voilà. Puis il y a du rush, et je sais que sur la version, normalement sur la version DVD qui va arriver, il y a plusieurs séquences qui devaient être là, qui n'ont pas été montrées au public. Notamment Duncan Idaho devait arriver, c'était vendu comme ça aux journalistes, Duncan Idaho devait arriver sur Arrakis en plongée. Donc il y avait toute une séquence hyper impressionnante. On ne sait pas combien d'heures il y a de rush, mais notamment Villeneuve a dû couper la séquence de la balisette avec Gurney. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été coupés, et j'espère que la version DVD Blu-ray va mettre tous les ajouts des scènes coupées. Ouais. Et c'est vrai qu'après, c'est aussi ce que tu disais sur... c'est un moment test pour le cinéma grand spectacle, pour des raisons économiques qui sont liées à la pandémie. C'est qu'effectivement, il y a eu, depuis le début des années 2000, une sorte de réémergence du cinéma de science-fiction à petit budget, où avec un bon concept, une bonne direction d'acteurs, un bon montage, on arrivait à faire quelque chose, ce qui est en fait quelque chose qui colle très bien avec l'économie des plateformes, même si c'est antérieur à l'économie des plateformes, ce type de cinéma, mais les plateformes ont bien amplifié ça, alors que dans Dune, il y a quand même une aspiration au spectacle total, c'est le côté opéra de Dune qui se prêterait peu à une petite adaptation, c'est-à-dire une adaptation concept serré, voilà, même si c'est théâtral, c'est de l'opéra, c'est pas un huis clos, ça aurait été dur de confier Dune aux frères Dardenne par exemple, ça aurait été très intéressant, mais voilà. L'adaptation de sci-fi, en fait, elle est quand même intéressante parce que elle est longue tout simplement, donc elle garde beaucoup plus des livres, parce qu'elle va plus loin justement, elle adapte Dune et elle adapte en fait une des suites de Dune, et après c'est toujours frappant de voir que c'est pas juste que les effets spéciaux sont moins bons, c'est que les décors sont moins bons, les costumes sont moins bons, les conditions de tournage étant moins bonnes, la direction d'acteurs pâtit, les comédiens sont pas tous très bons, enfin voilà, c'est un peu dur, c'est-à-dire que Dune ne se prête pas à la réduction, c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, pour moi, dans Villeneuve, il n'y a pas de réduction, il y a des choix, ce qui veut dire que c'est une vraie adaptation où on réinvente l'œuvre. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand il y a eu la création, quand s'est posée la création du MOOC Dune,
c'est vrai qu'il y avait tout de suite ce côté, assez naïvement, qu'on a commencé ce projet, c'est une coédition avec la Talente et Léa. On pensait que ça allait nous coûter pas très cher, ça allait nous coûter peut-être 40 000 euros. En fait, ça nous a coûté 120 000 euros à faire, ce qui est beaucoup pour un projet en édition. Heureusement, on a fait un crowdfunding, on a récolté 120 000 euros, ce qui a permis en fait tout l'argent est parti là, dans ce livre, puisqu'en fait l'idée était d'avoir le côté un peu mégalo de Dune. Il fallait qu'il y ait un effet waouh en fait avec ce beau livre, donc il y a des images à toutes les pages, et il y a 90 articles. Il y a 45 illustrations inédites, et donc 60 personnes qui ont travaillé dessus. Et donc du coup, ce côté grandiose de Dune, ce côté un peu, un peu too much, il le fallait. Et du coup, c'était hyper intéressant. Alors, après, il y avait le côté maudit, mais heureusement, Dune, il y avait ce côté où on savait qu'en livre, ça avait toujours fonctionné. Attends, tu peux dire quand même qu'il y a un côté maudit qui vous a frappé. Ah bah évidemment. Tu vois ce que c'est ? Bah oui. Donc il y a eu ce moment où il a fallu, en gros... Donc moi j'ai appris le monde de l'édition grâce à ce projet-là. Donc les commerciaux et la diffusion, c'est le moment de combien de tirages on fait. Parce qu'on en avait prévendu 5000. Et donc on se dit, on était plutôt parti sur un tirage à 10-12 000. Et en fait le film allait arriver en décembre et donc ils nous disent, bon allez, faites 16 000 avec le film. Ça va accompagner le film. Et en fait 2 semaines après on nous apprend que le film est décalé à l'année d'après. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec la Warner, donc je vais vous avouer que j'ai su après que la Warner a vu l'info un petit peu avant, donc j'avais un petit peu les boules. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on va vendre 16 000 livres avant le film, quoi. Et en fait, oui, on a réussi à être épuisé, pratiquement épuisé, au moment où le film arrivait. Et ça a été assez incroyable parce que finalement, c'est vrai que l'économie de l'édition, c'est compliqué d'arriver à faire de l'événement autour des ouvrages. Et c'est vrai que le crowdfunding y a aidé, plus le côté évidemment mégalo du projet, où il y avait à l'intérieur Jodo et puis Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve a donné ça. On a eu l'exclusivité de l'interview de Denis Villeneuve pendant au moins 10 mois, puisqu'après il y a eu le problème avec la Warner et Denis Villeneuve sur les plateformes. Donc c'est là où je me suis dit, heureusement on l'a eu avant, sinon ils nous auraient pas parlé, je pense. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce côté mégalo, ce côté un peu dantesque de Dune, c'est vrai que même sur des projets comme ça, il fallait qu'il y ait cette sensation-là, parce que c'est Dune. Et je pense que dans l'imaginaire de Dune, il y a ce côté, le côté too much de Dune, qu'il fallait un petit peu respecter. Puis, tout comme il y a plein d'artistes qui se sont appropriés Dune, comme on disait, dans des adaptations qui parfois sont contradictoires, vous verrez dans les articles, on a des lectures différentes de Dune. Moi, en fait, je vous affirme des choses sur Dune, mais ça reste ma lecture de Dune, et j'essaye de l'étayer, mais il y a d'autres, il y a des romanciers, des éditeurs, des chercheurs qui ont des interprétations complètement différentes, qui peuvent parfois se situer sur le même plan que nous, et qui sont à l'intérieur du livre. Donc, par exemple, pour certains, les Bene Gesserit, cette secte de sorcières, c'est très féministe. Pour d'autres, c'est pas du tout féministe. Il faut arrêter de voir le féminisme là où il n'y en a pas. Pour certains, Dune, c'est très mystique et ésotérique. Pour d'autres, c'est au contraire de la réelle politique violente. En fait, c'est tout ça. C'est pour ça que c'est un roman et pas un essai, Dune. Voilà. Après, c'était intellectuellement très stimulant aussi pour autre chose. C'est que Dune, ça a marqué beaucoup de gens. À chaque génération, ça marque beaucoup de gens parce qu'ils se l'approprient parfois à l'adolescence, quand ils sont jeunes adultes, et ça les hante après. Voilà. Mais après, je pense que c'est lié à des vraies qualités intellectuelles de l'œuvre initiale, et c'est vraiment en travaillant dessus que moi j'ai repéré des choses. J'ai repéré plein de trucs d'écrivains, mais ils sont des trucs absolument géniaux, et qui font aussi réfléchir sur comment on fait de la science-fiction aujourd'hui. C'est-à-dire que la science-fiction, souvent, c'est du récit allégorique. Donc, en fait, on veut parler d'un truc de notre monde réel, mais on passe par le détour de la science-fiction qui jette une sorte de voile d'ignorance pour brouiller un peu notre situation initiale dans le monde. Et donc, en fait, je vous donne un exemple. Voilà. C'est un livre qu'on a publié, c'est L'insidiosité des fantômes. Ça se passe dans un vaisseau générationnel qui traverse l'espace, où c'est constitué une société extrêmement raciste, où selon les niveaux, on est réparti selon les couleurs de peau. Voilà. En fait, il y a des gens qui ont adoré, mais qui ont dit, en fait,
c'est ce qu'on appelle un récit de plantation, c'est-à-dire ça aurait pu se passer au XIXe siècle. Alors, c'est un peu exagéré parce que je pense qu'il y a quand même des trucs de SF dedans, mais en fait, le mode de référence est relativement direct. C'est-à-dire on voit de quoi ça parle directement. L'intérêt un des trucs fascinants de Herbert, c'est qu'en fait, comme tous les grands artistes, il a un profond sens de l'analogie, mais au lieu de faire une analogie unique, à savoir mon vaisseau spatial, c'est une métaphore de la société américaine raciste, voilà, il va empiler à chaque fois 3 analogies. Tout à l'heure, je parlais de Lawrence et des tribus arabes. Les Fremen, c'est les tribus arabes, mais c'est aussi les peuples premiers américains qui sont massacrés au XIXe siècle. C'est aussi les peuples premiers américains tels qu'ils sont découverts au début du XVIIe siècle. C'est aussi les Minutemen, c'est-à-dire des Américains mais blancs du XVIIIe siècle. C'est aussi les Indochinois qui se rebellent dès les années 40 contre les Occidentaux. Et à chaque fois, ces analogies sont superposées, ce qui fait qu'à la fin, vous ne pouvez pas dire que Dune, ça parle du monde arabe. En fait, ça parle de plein d'autres choses. Mais selon le contexte où on réactive Dune, par exemple, nous, on a vu Dune juste après la chute de l'Afghanistan. Et c'est sûr que ça avait un côté vraiment glaçant, en fait, de voir Dune à ce moment-là, parce que c'est une œuvre conçue, le roman est conçu bien avant la réflexion sur l'Afghanistan, que l'Afghanistan rentre dans notre périmètre de réflexion publique, et le film n'est pas conçu en référence à l'Afghanistan, ou alors très indirectement, il y a sans doute un écho de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan, mais quand même assez lointain. Et c'est cette superposition d'analogies, mais qui est faite de manière assez fine, qui est quelque chose que moi je vois peu dans la science-fiction, parce que souvent on est dans l'analogie directe et unique, et là on est dans l'analogie multiple, et je pense que c'est ça qui fait que Dune, c'est une œuvre qui se réactive tout le temps, mais qui va aussi entraîner des interprétations concurrentes, et ça, c'est la richesse de Dune en fait. Ce qui est intéressant, c'est quand même en termes de... Alors on peut penser, la séquence où Raban à la bête décapite des gens dans le désert, ça fait penser à l'État islamique, et en plus c'est habillé en noir. C'est intéressant quand tu regardes Dune, c'est qu'on peut vraiment faire écho à des choses qui marquent des espèces de tableaux. C'est la force de Denis Villeneuve, je trouve, c'est que sur certaines séquences, on a l'impression de voir des tableaux qui peuvent faire écho à notre imaginaire. Le moment où le baron Harkonnen mange devant son cousin, on pense à Néron, quoi. Ce baron, c'est vraiment romantique. Il y a plein de choses comme ça où on peut vraiment faire écho. Et ce qui est intéressant, c'est quand même sur la question donc, arabe, il y a eu une vraie volonté de ne pas utiliser le terme djihad dans le film. Le djihad bashardien qui n'a rien à voir, qui est la guerre entre l'homme et la machine, qui n'a rien à voir avec le djihad qu'on connaît, le mot djihad n'est pas utilisé dans tout le film. Et je pense que c'est une vraie volonté de la Warner pour éviter toute problématique ou toute polémique. On va utiliser le terme de crusader, de croisade. Et d'ailleurs, même quand j'avais envoyé mes questions à Denis Villeneuve, qu'on a commencé à échanger, c'est vrai que une des questions a été retirée, c'était sur la question du djihad. J'ai vu que Warner avait barré le truc. Du coup, voilà. Mais ça veut dire que ça veut bien dire quelque chose, qu'il y a aussi une volonté. Et moi, j'ai hâte de voir comment Dune va être perçue dans les pays du monde arabe. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi, nous, dans le MOOC. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était d'avoir un vrai spécialiste du monde arabe, lui-même, une personne arabisante qui peut analyser Dune par le prisme du monde arabe. Malheureusement, on n'a pas trouvé la bonne personne pour faire cet article ou pour faire cette analyse. Et j'espère vraiment que le film va donner peut-être aussi envie à des chercheurs du monde arabe de faire de liens aussi avec leur culture et Herbert et le film. Parce que quand même, je trouve ça vraiment assez fascinant de voir tout ce travail qui a été fait notamment par Denis Villeneuve, d'arriver à ce mélange de Moyen-Orient et de science-fiction. Je trouve ça, moi, très très fort, ce qu'il a réussi à... Oui, après, tu vois, les Fremen, il y a aussi dans le roman beaucoup d'allusions aux philosophies orientales, ouais. Qui, par la force des choses, se trouvent un tout petit peu réduit dans le film. Parce que là, pour le coup, ce qu'un roman permet, c'est-à-dire ce système... En fait, le roman fait des superpositions de signes. Et en fait, vous êtes le contexte, c'est-à-dire c'est vous qui, selon votre culture, activez ou n'activez pas un signe. Au cinéma, on ne peut pas fonctionner comme ça, en fait, parce que le cinéma, il y a une forme d'enregistrement du réel dans le cinéma qui fait qu'on ne peut pas tirer dans toutes les directions à la fois, quoi. C'est-à-dire, donc il y a quand même des choix qui sont faits, ce qui fait que même une très bonne adaptation n'épuise pas l'œuvre. Quand une adaptation épuise l'œuvre initiale, c'est peut-être que l'œuvre initiale n'était pas un si grand roman que ça.
On va peut-être passer aux questions-réponses. On a une trentaine de minutes devant nous, comme on a parlé pendant une heure. Ouais. Je réagis à ce que vous avez dit à un moment sur le fait que Herbert, enfin, plutôt que selon vous, Dune n'est pas une réflexion mystique ou quelque chose comme ça. Vous avez dit. Il me semble quand même, enfin, ma lecture est un peu ancienne, mais il y a quand même à plusieurs endroits, et notamment même il y a une sorte d'appendice, je crois, au roman, où Herbert revient lourdement sur l'idée de la religion comme phénomène humain. Et quelque part, est-ce que Dune, c'est pas une réflexion sur la religion, les idéologies, leur pouvoir, etc. Est-ce que finalement, c'est pas ça le thème central, parce que on peut toujours dire que c'est des rapports de puissance et des combats entre factions, mais j'ai l'impression que ça dépasse ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis que la religion est un thème très très important de Dune, ça c'est un thème fondamental, mais dans l'esprit de Herbert, et là encore, l'intention d'un auteur, c'est pas nécessairement l'intention de l'œuvre. Donc je parle de l'intention de... c'est l'intention de l'auteur, la religion existe comme un fait social massif, mais c'est un fait qui peut être construit. Alors, il y a deux manières de regarder ça, c'est-à-dire vous pouvez vous dire la religion c'est un fait social qui est quasi immanent, auto-construit, ou il y a des formes de manipulation. Mais par exemple, dans le film, il y a une phrase qui synthétise une toute petite ligne narrative, enfin une ligne narrative du roman. C'est à un moment, Dame Jessica se tourne vers son fils et elle commente le fait que les autochtones appellent son fils d'une certaine façon et dit, grosso modo, ça veut dire que on est passé par ici. Ça veut dire que les Bene Gesserit sont déjà venus, ont implanté des croyances, les croyances ont structuré l'esprit des gens, et donc après elles peuvent être réactivées par une action. Ça veut bien dire qu'il y a une manière très cynique de voir la religion comme un moyen de contrôler les sociétés à un instant T, mais contrôler aussi le temps d'une certaine façon, c'est-à-dire pousser les sociétés dans un certain sens. Voilà. Dans le roman, ce qui est dit, c'est un peu partout dans l'univers, les Bene Gesserit ont laissé des traces pour que quand débarquent des Bene Gesserit, tout se passe très bien parce qu'on les attend. Voilà. Mais justement que ça échappe à leur contrôle. Enfin, moi, ce qui me semble le thème central, c'est le côté irrationnel. Oui, mais alors ça ne veut pas nécessairement dire que c'est du mysticisme, ça veut dire qu'il y a une hubris de croire qu'on va pouvoir contrôler l'histoire. Mais ça, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est déjà dans des œuvres d'autres auteurs qui commencent avant, c'est qu'il y a clairement une analogie avec Fondation d'Asimov, dont l'écriture a commencé presque 20 ans auparavant. Dans Fondation, série de romans d'Asimov, mais qu'il a écrit pendant très longtemps, mais qui commence bien avant l'écriture de Dune par Herbert, il y a cette idée que la prochaine vraie conquête de l'esprit humain, ça sera la psychohistoire, c'est-à-dire la capacité à trouver une science qui peut prédire l'avenir. Puisqu'après tout, si le monde est réel, si tout est réel et matériel, il y a une possibilité de prévoir l'instant qui suit, tout comme dans une expérience qui serait très très limitée, où vous maîtrisez tous les paramètres, vous pouvez prévoir les états successifs de la matière. Donc l'idée d'Asimov, c'est de dire on peut prévoir ce qui vient après. Et chez Herbert, c'est quelque chose qui revient. Il y a deux noms propres de notre monde qui apparaissent dans le roman de Herbert. Le roman de Herbert, Dune, se passe dans un futur très lointain. Mais est-ce notre futur, ou est-ce que c'est juste une date de leur univers et qui n'a aucun rapport avec le nôtre? Peut-être que l'univers de Dune n'est pas notre univers. Sauf qu'en fait, dans l'univers de Dune, dans le roman, il y a deux mots qui sont des noms propres, qui sont employés de notre monde. Et c'est parce qu'il n'y en a que deux que c'est très révélateur. Il y a une réflexion sur Saint-Augustin et le destin, et Saint-Augustin est cité. C'est-à-dire que le nom de Saint-Augustin est cité, et partout dans le texte, il y a plusieurs citations de Saint-Augustin, et il y a aussi Heisenberg qui est cité, avec la notion du principe d'indéterminisme. Et il y a un thème récurrent chez Herbert, quand on parle du plan dans les plans, voilà, c'est cette idée qu'on pourrait en fait prédire la récurrence d'événements historiques, qui sont des patterns, des formes qui se recomposent dans l'histoire. C'est-à-dire que les systèmes politiques s'enchaînent toujours de la même façon, les luttes fonctionnent toujours de la même façon, et les Bene Gesserit, c'est un programme génétique. La préscience, c'est juste du calcul que fait l'esprit, mais intuitivement,
Et en fait, la plupart des gens ne peuvent pas le faire, mais avec beaucoup de données, un esprit humain pourrait le faire. Le monde de Dune, c'est un monde où les êtres humains ont abandonné les machines, mais transforment certains êtres humains en manta qui sont eux-mêmes des machines. Déjà, ça, c'est le vrai thème de SF de Dune, parce que Dune, on le place en SF parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux. Mais en fait, le grand thème de Dune, alors ça, c'est une lecture dont on sait qu'Herbert il avait, c'est que dans les années 50, il était fasciné par les recherches en psychologie. Et à l'époque, un thème de SF, c'est de dire la prochaine frontière, c'est pas l'espace. L'espace, c'est juste là, c'est après-demain. La frontière qui sera après, sur laquelle on doit être en avance, c'est la maîtrise de la puissance insoupçonnée de l'esprit humain. Et la voix, par exemple, c'est pas de la magie. C'est une connaissance scientifique, en fait. Par contre, il y a effectivement dans Dune une réflexion sur l'hubris, c'est-à-dire cette croyance exagérée dans nos capacités à contrôler les choses. C'est-à-dire de dire je lance mes petits plans par là, et puis hop, c'est comme si vous lancez 80 couteaux en l'air et vous dites je vais pouvoir les récupérer, quoi. Théoriquement, oui. D'un point de vue pratique, je vais vous laisser essayer vous-même, parce que les plans des Bene Gesserit, il y a un peu cette dimension-là, c'est-à-dire on a lancé 80 couteaux en l'air, on essaie de les récupérer. Alors, les Bene Gesserit résonnent tendanciellement, c'est-à-dire elles ne prévoient jamais un événement ponctuel, elles prévoient les patterns, comme ça, c'est-à-dire alors c'est un truc qu'on appelle en fait les attracteurs. Les attracteurs, c'est dire, effectivement, on a l'impression que le déploiement du réel part dans tous les sens, mais en fait, il se recompose régulièrement autour d'événements qui, quelle que soit la réalité alternative, se passent. On appelle ça des attracteurs, en fait. Et en fait, le personnage de Paul, d'une certaine façon, c'est l'attracteur suprême. Mais une œuvre qui reparle de ça, qui est une grande œuvre de SF, en fait, c'est Matrix. Neo est un attracteur, en fait. C'est-à-dire, chaque fois qu'on reboot la matrice, il y a des patterns qui se font, et au bout d'un moment, à force de redondance, de réitération, on retrouve le même pattern qui est le personnage de Neo. Ce qu'on sait, c'est qu'Herbert n'était pas mystique du tout. Gérard Klein le dit très, très, très clairement. C'était pas quelqu'un de mystique, et du coup, le côté plutôt mysticisme arrive vers la suite. C'est vers le Messie Dune, vraiment, où on voit tout le système religieux qui se crée, et puis après, plus on avance dans le cycle, plus avec les taux 2 et compagnie, la dimension mystique se développe. Mais Herbert, quant à lui, n'était pas quelqu'un du tout de mystique. Oui, même une interprétation. Alors, effectivement, je garde cette prudence sur les interprétations biographiques qui peuvent appauvrir l'œuvre, mais Herbert, c'est quelqu'un qui a été élevé par des catholiques dont il avait l'impression qu'ils n'avaient pas la foi, et que c'était des gens qui aimaient dans le catholicisme l'autoritarisme, le sexisme, la violence, la violence qui va avec l'autorité verticale excessive, et en fait il n'avait pas pas la foi, pas de respect pour la foi non plus, et une défiance vis-à-vis de ces institutions, en fait. Donc voilà, après l'œuvre échappe toujours à son créateur, mais j'ai l'impression que c'est une œuvre très maîtrisée quand même, donc en fait les intentions de l'œuvre ne sont pas très très loin de l'intention de l'auteur. Ce qui est rare en fait, l'histoire de la littérature est faite d'œuvres plus grandes que leurs auteurs. Oui, on a la même question avec l'écologie par exemple. C'est-à-dire que Herbert, c'était pas un écologiste convaincu. Il y avait ce truc d'importance du respect de la planète, évidemment, mais c'est vrai que c'est beaucoup de hippies qui ont aimé Dune au début. Parce que dans tout le travail de Herbert, ce qui est fascinant, c'est qu'on y décrit comment fonctionnent les Fremen. Il y a tout un travail, c'est limite du jeu de rôle, quoi. C'est tout un travail pour expliquer la culture, pour développer ça au maximum, et en effet, les Fremen ont une culture qui est plutôt écologiste. La drogue dans Dune, enfin l'épice, qui a parfois été présentée comme en fait c'est une forme littéraire du LSD. En fait, c'est pas le LSD la référence, c'est les champignons hallucinogènes la référence. Parce qu'à l'époque, c'est une époque où beaucoup de textes sortent sur ça, c'est les textes de Castaneda, voilà. Et en fait, l'idée de Herbert, c'est que la consommation de drogue, elle vous fait pas atteindre un niveau
mystique. C'est pas du tout ça, ça vous envoie pas sur un plan astral, c'est pas du tout ça avec une vision de l'usage de la drogue ou de l'utilité de la drogue. L'utilité de la drogue, c'est que c'est le grand désinhibiteur. Donc le grand désinhibiteur, ça vous permet de voir des choses que votre intuition perçoit, qui est bien quelque chose de rationnel, mais qui est inconscient, et votre conscience vous empêche d'attacher des choses qui sont pourtant reliées logiquement, parce que sont reliées dans le réel. Donc en fait, la consommation de drogue, c'est des inhibiteurs, ça vous libère d'un système de contrôle qui vous bloque en fait dans votre connaissance, et ça vous permet de voir des choses. Mais ces choses, elles sont là par le réel, et c'est pas, il n'y a pas de corps astral, il n'y a pas de, voilà, c'est pas, donc c'est une compréhension très différente de l'usage des drogues. C'est vraiment, c'est une vision très matérialiste, psychologisante des drogues, et pas du tout mystique. Oui. Je vais juste, si vous pouvez m'expliquer pourquoi vous pensez que le Dune était l'écho des démocraties contre les blocs de l'Est, parce que j'ai pas souvenir de leur démocratie. Non, je me suis mal exprimé. Justement, Dune ne parle pas de la lutte ouest contre est, ne parle pas de la lutte contre le bloc soviétique. C'est complètement absent pour moi de l'œuvre. Je vais parler d'une démocratie contre les dictatures. Effectivement. Ça parle en fait tout simplement. Paul Atreides, c'est une sorte de Hitler. Hein. C'est pour un Américain de la génération de Herbert, c'est quelqu'un qui est adolescent dans les années 30 et voit régulièrement des articles sur le fait que l'Allemagne sombre. Faut aussi garder à l'esprit que quand vous parlez à des Américains aujourd'hui, leur culture littéraire, elle est très américaine. C'est très, quand vous rencontrez des écrivains américains actuels, c'est des grands lecteurs de littérature américaine, mais ils sont beaucoup moins lecteurs de littérature hors États-Unis que leurs prédécesseurs qui ont grandi dans les années 1900 ou 1920. À l'époque, quand vous êtes un Américain, vous lisez Shakespeare, mais vous lisez beaucoup d'auteurs européens. Et donc, c'est des gens qui, les Américains des années 20, connaissent mieux ce qui se passe, et suivent plus ce qui se passe en Allemagne, enfin en Europe en général et en Allemagne, que des Américains aujourd'hui, qui ont un rapport plus distant à certains égards, alors que pourtant les nouvelles technologies sont là. Et puis il y a aussi des trucs qu'on a oubliés, mais que voit Herbert et que commente Herbert, c'est qu'il y a eu un courant nazi aux États-Unis. Il y a eu des rassemblements nazis à Madison Square Garden. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentation nazie dans une partie de la population américaine. Donc c'est aussi quelque chose que lui a pu voir dans les années 30. Oui, pardon. Ok, et en fait, juste pour revenir, je crois aussi dans le livre, il me semble que Paul Atreides, c'est Hitler. Mais c'est pas dans le premier volume. Oui. C'est plus tard, voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. mais vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà. Oui. Oui, par rapport à l'interprétation politique, ce qui m'avait frappé quand je l'avais lu adolescent, c'est qu'effectivement, il n'y a nulle part trace de démocratie. On commence dans un monde féodal, donc c'est d'entrée de jeu évacué, c'est un empire galactique dominé par des grandes maisons ou par des sectes religieuses. Je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais trouvé que Paul Atreides n'était absolument pas sympathique. Je m'étais dit, au fait, pourquoi est-ce que les Atreides seraient meilleurs que les Harkonnen? Bon, à part le fait que le baron est gros et homosexuel et cruel, mais j'avais trouvé que tous les personnages finalement étaient très cyniques, très calculateurs, et que l'affectivité passait complètement au second plan. À part peut-être Jessica qui a engendré un fils par amour pour le duc, mais on a l'impression que c'est plutôt une faiblesse que... Oui, c'est vrai que ça peut sembler étrange de dire c'est un texte qui est sur les dangers du basculement vers l'autoritarisme, alors qu'à proprement parler, ils sont déjà pas dans un système démocratique, quoi. Donc c'est juste, ils sont déjà dans un système autoritaire et ils basculent vers encore plus autoritaire. Oui. Mais après, c'est vrai que, en fait, quand je parlais de l'empilement de références dans Dune, c'est que je pense que le théâtre, la conception, enfin ce côté opératique de Dune, ça fait que c'est une tragédie des puissants. Et donc c'est vrai que c'est une conception très classique de l'histoire, très ancienne, mais qui a existé jusqu'à récemment, c'est-à-dire
jusqu'à une période récente, quand on écrit des livres d'histoire, c'est l'histoire des puissants. L'histoire des rois, voilà, mais l'histoire du peuple, c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 60, qui a commencé à être lu par le grand public plus tard même. Mais la conception les références, le théâtre emmène vers l'opéra, emmène vers la tragédie des puissants, emmène aussi quand on réactive les pièces historiques de Shakespeare qui sont des pièces sur des rois, Henri IV, Henri V, voilà. Et il y a aussi le fait qu'un des systèmes, une des références de Dune, c'est le monde de la Renaissance. Il y a des clins d'œil dans Dune à l'éducation de la Renaissance et à l'éducation des princes de la Renaissance, tout le début sur Paul qui a des maîtres, ça ressemble à Castiglione et le livre du courtisan où on explique que pour être un parfait gentilhomme, il faut savoir se battre à l'épée, chevaucher à cheval, et voilà, on trouve ça dans Dune aussi. Et c'est autre système de référence qui est là-dessus, cette idée que Dune, à certains égards, c'est une conception de la citoyenneté, de l'existence qui repose beaucoup sur la vertu individuelle. Ce qui n'est pas, en fait, notre conception du monde, c'est-à-dire que vous soyez vertueux ou pas vertueux, vous êtes citoyen, vous avez tous les mêmes droits. Dans la conception de Dune, il y a toujours des êtres d'exception, des personnages très très vertueux. C'est une conception très romaine de la citoyenneté, c'est-à-dire le jour où vous cessez d'être vertueux et le jour où vous cessez de protéger le clan, le jour où vous passez de l'autre côté de la ligne qui dessine les murs de Rome, vous cessez d'être le concitoyen des autres et donc vous devenez l'ennemi. Donc c'est une version très martiale de la vie en société qui n'est pas notre conception. Oui, c'est effectivement, on ne vit pas dans un monde démocratique, mais c'est des personnages vertueux par contre. C'est-à-dire qu'ils sont des incarnations de la justice, de l'honneur. En plus, on peut dire aussi que c'est pas nos vertus nous-mêmes, c'est pas les vertus de nos mondes démocratiques. C'est-à-dire l'honneur, c'est la grande vertu de la Renaissance. Le devoir, c'est la grande vertu des stoïciens de l'Antiquité. Le personnage du père de Paul, le duc Atréide, Leto Atréide, c'est une sorte de personnage stoïcien en fait qui fait les choses par devoir, même si à la fin ça veut dire qu'il doit mourir quand même. Mais oui, effectivement, c'est pas, ils ne sont pas dans une société démocratique. Mais quand j'y pense, effectivement. Oui. Juste aussi un point de détail, le fait que les familles, que ce soit des puissants qui sont liés familialement, c'est vraisemblablement une allusion en fait à... C'est pour ça que c'est pas le rapport à la société allemande des années 20, c'est pas une société... Ce qui intéresse Herbert, c'est que c'est pas le côté société équiste démocratique, c'est que c'est une société éduquée, ce qui n'est pas la même chose. Et en fait, la société allemande avant la Première Guerre mondiale n'est pas démocratique, c'est un empire, mais c'est une société éduquée. Et lors de la Première Guerre mondiale, 3 des belligérants sont des cousins. Tout comme les belligérants dans Dune sont tous liés par les liens du sang de manière plus ou moins proche. Au fond, madame. J'avais vu l'œuvre avant de voir le film de Lynch, et là, juste avant la sortie de ce film de Villeneuve, c'est pareil, j'avais revu, ça avait l'air en fait pendant la séance. Et quelque chose qui m'avait marqué, c'était à quel point le rythme du roman et en fait la manière dont le roman est représenté, et le roman est écrit, et c'est vraiment l'envers du décor. Les événements factuels et tels qu'ils sont présentés très souvent à l'écran sont effectivement très épiques, vont avoir des répercussions qui vont toucher des mondes entiers, mais la manière dont le roman s'est présenté, il y a des fois, limite, on en est presque à oublier parce qu'en fait, c'est présenté de manière extrêmement individuelle, à travers les modèles des personnages, mais aussi au fond à travers leurs enjeux personnels. Lorsqu'il y a la tragédie du père de Paul, même si au fond c'est quelque chose qui va avoir des répercussions politiques énormes, nous on retient beaucoup plus la douleur de Jessica. Et au fond, je veux pas dire
le traumatisme que Paul a subi et qui subira au même moment parce que ce soit son éveil par rapport à l'épice, etc. Mais il y a quelque chose qui est très... ce côté épique et de façon unique très absente du roman en fait. Il y a tout ce côté de contrôle des personnages qui, par leur monologue, montrent les ficelles qu'ils sont en train de tirer. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on voit justement celles qui limitent, qui sont en train de leur échapper. Et c'est quelque chose qui, personnellement, m'avait énormément marqué. C'est cette espèce d'absence de... Peut-être que c'est effectivement, comme vous en avez parlé, un peu le cynisme de Frank Herbert, mais c'est cette espèce de froideur que nous, on a par rapport à ce monde-là. Où, en fait, quelque chose qui devrait paraître être une saga épique, une tragédie grecque, nous, on voit ça, et il y a... Voilà, il y a le côté presque terre-à-terre par rapport à ces personnages-là, paradoxalement. C'est ce qui fait, je pense, le côté un peu inoubliable de l'œuvre. Oui. C'est ce qui fait qu'elle est si différente des autres. Moi, Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est comment Denis Villeneuve a récupéré ça. Quand vous voyez les scènes d'action, les combats, c'est très ritualisé. Les Sardaukar donnent un coup, comme les samouraïs. Les séquences où Duncan Idaho se bat, on serait dans une pièce de théâtre. Ce moment où Duncan pointe l'épée pour faire peur aux gens, on a l'impression d'être dans une pièce, quoi. Et même les combats qui sont très spécifiques dans Dune, c'est-à-dire que le bouclier, il faut frapper lentement. On ne peut pas frapper vite. Il y a plein de choses comme ça qui font que il prend un contre-pied totalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment Herbert prend un contre-pied, le côté épique. Et je trouve que dans le film de Villeneuve, le côté combat, et notamment ritualisé, ça fonctionne très bien. Et même le côté limite théâtral, la séquence où le duc Leto expire, ça fait vraiment penser à ça, quoi. On est dans un truc. La pièce elle-même, la pièce elle-même, c'est ça. Ça rappelle presque des pièces de théâtre moderne. Tout à fait. Et effectivement, limite quelque chose qui, je comprends, c'est normal qu'il n'ait pas pu le mettre en film, c'est un choix à faire, mais qui, m'avait marqué dans le roman, c'est le fait que la première chose que le duc Leto met en place, dans le Valentin dans sa réunion, c'est quand même une œuvre de propagande par rapport aux populations fremen. Oui. Il parle de films de propagande. Oui, tout à fait, parce que l'idée de génie du duc Leto, c'est de ne pas se battre contre les Fremen, c'est de les incorporer, de s'allier avec eux, puisqu'en fait, il se pourrait qu'ils soient de très bons guerriers. Et donc du coup, et c'est vrai que malheureusement le film, c'est ça qui peut être un peu frustrant dans le film, et s'il y a des critiques à faire, c'est plutôt sur certains personnages qui sont sacrifiés, où il y a toute une profondeur qu'on voit dans les livres. Je pense à Stilgar, je pense même à Huet, au docteur Huet, que là, ils sont là, quoi. Donc c'est super, on les reconnaît, c'est Javier Bardem, il y a la classe et tout, mais bon, il n'y a pas du tout la profondeur de Stilgar, et je pense, c'est toute la complexité et la limite de l'adaptation de 2h30, même si c'est 2h30 et c'est quand même beaucoup, quoi, c'est long quand même comme film. Tout ce côté profond qu'il y a aussi, et moi je trouve le personnage du Duc Leto exceptionnel, on le voit pas. Pour ça, il faut lire le livre. Donc du coup, c'est ça qui est bien, c'est que ça encourage en tout cas à lire le livre et aller plus loin. L'adaptation a choisi ce moment, ce qui est compréhensible. Au moins, le film n'en a pas bâti, mais c'est vrai que... Après, il y a la deuxième partie, et puis on parle d'une troisième partie maintenant. Même la Villeneuve, on sent qu'il a commencé à parler d'un troisième film qui serait le Messie de Dune. Je pense que ce serait En fait, il voudrait faire la jonction entre Dune et le Messie. Parce qu'en fait, pour savourer Dune, il faut lire le Messie de Dune. Beaucoup de gens en fait lisent que Dune. Et en fait, le grand basculement, c'est le Messie de Dune. Et je pense que s'il y a un troisième film, c'est ça qu'ils vont développer. D'ailleurs, on voit un plan qui fait écho au Messie de Dune, puisqu'on voit, on voit une vision de Paul qui suppose être les Fremen se battant sur Caladan, le grand truc qui revient dans le Messie de Dune, où il promet à ses guerriers qu'ils verront l'eau, ils verront la planète, une planète où il y a de l'eau partout. Et donc du coup, il y a ce truc-là qui va revenir, et il y a un plan qui fait penser au Messie de Dune, et on le voit qui survole avec les yeux en mode site impérial, et on se dit, peut-être, là en ce moment, je sais pas, Denis Villeneuve, il est enhardi par un troisième film. Déjà, le deuxième est écrit, la Warner avait tellement peur que le film se casse la figure qu'ils n'ont pas voulu tout filmer ensemble. Normalement, ce genre de film, comme Le Seigneur des Anneaux, tout est filmé au même moment. Ça coûte trop cher sinon de faire revenir tout le monde, les décors et machin. Là, ils avaient tellement une incertitude qu'ils ont préféré diviser en deux parties vraiment le tournage. Et ça je crois que ça n'a pas vraiment plu à Denis Villeneuve. Je crois que sur le coup, il était un peu frustré, je pense. Et du coup, là, ils veulent déjà repartir en tournage pour 2022
pour enchaîner tout de suite. C'est validé le 2 là? Pas encore, mais les chiffres, C'est-à-dire, on est à 100 millions de dollars là, de 100 recettes. millions de box-office, Au box-office, ce film a coûté 150 millions. sans sortie américaine du film. Sans la promo, qui plus ou moins, je pense, a coûté. Souvent on dit que la promo coûte le double, enfin, va coûter ce qu'a coûté le film. Mais le film a pour l'instant rapporté 100 millions de dollars juste à l'étranger, sans la sortie en Chine et aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont sorti la bande-annonce américaine qui est très marvelienne à fond les ballons. Je me dis quand ils vont aller voir ça au cinéma, ils vont dégoûter. J'ai vu la bande-annonce, j'ai bien rigolé, je me suis dit ah ouais, ils vont y aller, ils vont s'attendre à voir Zendaya tout le temps. Et en fait, pas vraiment. Mais du coup, non, il y a. En fait, la Warner, il y a un autre aspect géopolitique entre guillemets de la Warner, c'est que Christopher Nolan est parti avec Part et Fracas. Il vient de négocier avec la Paramount un contrat en or où il décide lui-même qu'il n'y aura pas de film 3 semaines avant son film et 3 semaines après son film. Enfin bon, des choses. Ouais. Et donc du coup, c'est un film sur un biopic sur Oppenheimer. Donc on va retourner sur le nucléaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Warner a quand même perdu. Parce que la Warner se positionne comme étant le studio qui fait des blockbusters d'auteurs. Donc on laisse des auteurs faire des blockbusters. Donc Nolan, Villeneuve et en gros les sœurs Wachowski quoi. Les films vont pas marcher forcément, mais c'est quand même du blockbuster d'auteur. Et c'est vrai que la perte de Nolan, un gros mauvais coup de com'. Nolan qui après fait monter les enchères chez les autres, voilà. Donc même d'un point de vue d'enjeu, si le film fonctionne, c'est peut-être pas forcément le triomphe attendu aux États-Unis, mais si le film fonctionne, je pense que même pour des questions juste d'image pour la Warner, on peut faire une deuxième partie de Dune. En France, en tout cas, le film a tenu sa promesse, plus de 2 millions d'entrées. Et c'est vrai que c'était intéressant puisque j'ai pas mal travaillé avec les équipes marketing de la Warner qui ont vraiment travaillé sur comment, en effet, communiquer sur ce film-là. Et ils sont très contents. Mais moi, les premières discussions que j'avais eues avec eux, la première question qu'on m'a posée, c'était pensez-vous que le film va marcher quoi? Sérieusement, hein, parce que Dune, tu marketes pas ça comme un Batman, comme un Harry Potter, limite comme un Matrix en fait. Et c'est vrai que c'était un vrai enjeu pour eux. Il y a eu des échecs parce que la première adaptation de Golden Compass de Pullman a eu qu'un film. Il y en a eu beaucoup d'autres comme ça qui sont arrêtés à 1. Blade Runner, il devait avoir 2 films de Villeneuve. À la base, il devait avoir 2049 et un autre film. Ah oui. Et le non-succès de Blade Runner 2049, qui est pourtant très intéressant, moi j'aime bien, et qui est super sur plein d'aspects, il n'y a pas eu de 3e film. Ils avaient prévu d'avoir un autre film sur Blade Runner. Donc ce qui montre bien que là, pour Denis Villeneuve, ce film-là, c'est le moment où il passe entre guillemets dans la cour des grands à la Nolan quoi. En gros, je peux faire un film qui va connaître un espèce de blockbuster international, genre Interstellar pour Nolan, ou les Dark Knight pour les Batman pour Nolan, qui était le gros truc. Après, ce qui est intéressant avec Villeneuve, et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un francophone finalement qui adapte Dune. Le premier pays qui voit le film, c'est la France. Lui a fait une promo de taré, vous l'avez vu partout, je pense, c'était incroyable, 2 jours de promo non-stop, sur France Inter, sur France Culture, partout. Je pense que rarement on a vu quelqu'un d'Hollywood faire autant de promos chez nous en France. Et vraiment, c'était une volonté de la Warner de dire, allez, la France, c'est quand même la France. Il y avait quand même ce truc-là de dire, moi le MOOC Dune, ils ont validé la Warner quand même, puisqu'on a pris des images, on a vu Villeneuve et tout. Et c'est vrai que pour eux, ils vendaient ça comme ça, en disant, la Warner France a vendu le bouquin en disant, nous on veut soutenir, c'est la France, c'est intellectuel, ça met en avant, mais pour eux, voilà, hein, donc les ricains, ils ont dit ok, bon, ils ont eu le truc, donc je pense qu'ils n'ont pas lu le livre, ils ont juste vu les images, ils ont ouvert, ils ont trouvé ça cool, et puis voilà. Mais c'est vrai que pour eux, ils ont vendu ça comme ça, en disant, c'est la France, donc c'est encore un peu ce truc de Intello, Cannes, Deauville, c'est pas pour rien qu'il a été dans tous les grands festivals, donc il y a toute une stratégie de dire quand même, si ça marche en France, c'est que ça... Parce que, je vous le dis, le studio, la Warner USA, ils n'ont pas arrêté de regarder les chiffres au niveau de la France. Hein. Tout le monde regardait. Hein. La France et la Russie, c'est les 2 pays où ça cartonne le film. Parce que si ça marchait pas, alors là, là, il n'y avait pas de 2e film. Clairement. Mais bon, moi je pense qu'ils ont dealé un 2e film. Parce que même quand ils font des petites blagues entre Timothée Chalamet et Denis Villeneuve sur le plateau de Quotidien, tu sens que si tu as vraiment des enjeux, tu fais pas des petites blagues comme ça, du genre ça se trouve on se reverra plus. Non mais il dit ça quoi, donc on se dit je pense que peut-être ça va, il y a des fortes chances que... Ouais. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, et puis aussi une petite partie de la conférence, vous parliez
éventuellement de la sortie du DVD Blu-ray avec les scènes coupées. Parce que bon, moi, comme je pense beaucoup de monde, j'ai adoré le film, l'adaptation, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnages, vraiment des parties du film qui sont complètement, qui sont complètement différentes. Et notamment le Dr. Yue, c'est vraiment le... pour moi, c'est le point noir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul mot sur son conditionnement. Sa trahison, personnellement, dans le film, je m'en fous. Il n'y a aucun enjeu. Et je voulais savoir si, voilà, dans les scènes coupées, il y avait quelque chose par rapport à... Alors, Jason Momoa a dit qu'il y avait en tout 6 heures de film. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, Denis Villeneuve a dit que c'était pas, qu'il n'était pas, comment il s'appelle, Zack Snyder, que c'était pas le genre de Zack Snyder. Moi, je pense qu'il y a quand même, ça se sent, hein, dans le montage, on sent qu'il y a des coupes, il y a eu des choix qui ont été faits. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu de scène coupée. Sur le côté théâtral aussi, parce que c'est-à-dire que au moins 30 minutes, je pense. Les Atreides arrivent sur Arrakis. Ça prend son temps normalement, je veux dire, c'est là où il y a plein d'intrigues qui se passent, plein de choses qui se passent dans l'ombre et d'intrigues qui se mettent en place justement. Et dans le film, ils arrivent, bagarre. Directement, il y a la scène d'Edward Cullen qui arrive et qui bombarde. Même si c'est très bien fait, c'est génial, hein, mais c'est... c'est la limite aussi de... Oui, et puis c'est aussi la limite de plaire à un nouveau type de public, comme je disais un peu en rigolant, c'est qu'on sort d'une ère Marvel d'ici, quoi. Et le spectateur, il a changé, hein. Le problème, et je pense le choix du casting est pas anodin, on n'a que des superstars qui ont joué dans toutes les plus grosses productions de ces 10 dernières années ou séries. Le choix de Zendaya et de Timothée Chalamet, c'est pas un hasard. Et en fait, je pense que même la forme du film, comment il est fait, comme je disais, on sort d'une séquence où on est dans du cinéma attraction, quoi. Donc en fait, la réflexion, c'est plus l'immersion et l'émotion et l'action qui est vraiment mise en avant dans la salle de cinéma maintenant. Et on voit d'ailleurs la limite, je pense, de ce système-là de plus en plus, avec des films qui sont en effet très impressionnants, mais très frustrants. Là, je pense à la saga James Bond, par exemple. Si vous regardez les derniers films avec Daniel Craig, on a des méchants qui sont sous-exploités. On a des super comédiens. À chaque fois, ça nous vend du rêve. Mais bon, on voit méchant, je sais pas, 25 minutes, peut-être grand maximum. Les enjeux, on ne sait pas trop. Par contre, on a un James Bond plus émotif. Donc du coup, voilà, ça. Mais on voit que quand même, on a ce problème de rythme. Maintenant, il faut de l'action, il faut un temps, quoi. Parce que sinon, le spectateur, il garde son portable. Donc il y a le problème de l'attention maintenant, qui n'a plus rien à voir, je pense. Il y a aussi un truc avec l'exploitation. Sur l'exploitation, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le film il sort en salle. Après, il a une vie qui est après. C'était. Ouais, mais c'est aujourd'hui, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, on regarde pas souvent la version en salle, on regarde la version longue qui est sortie après. Tout à fait. Fincher, quand il a sorti Zodiac, il a sorti, parce que c'était Warner, Paramount qui leur a dit qu'il faut que le film fasse moins de 2 heures, il a sorti une version de moins de 2 heures qui fait 1h59 en salle. Le film qu'on voit aujourd'hui, tout le monde regarde, c'est la version Director's Cut qui fait 2h10 parce qu'il a coupé 15 minutes. Et je sais pas, Blade Runner, enfin il y a plein de films comme ça qui maintenant sortent dans des versions, Apocalypse Now, enfin il y a plein d'autres comme ça aussi. Et donc on peut s'imaginer que Dune aussi sortira peut-être dans une version un peu Director's Cut dans quelques années si le truc devient un peu culte, et puis que ce sera cette version-là qui restera. Ouais, mais ça va être intéressant de voir, hein, parce qu'après il y a vraiment des enjeux de communication, je pense, qui se jouent. C'est vrai que le délire à Zack Snyder de refaire, ça fait rire, mais bon, dans le fond, ça en dit long quand même sur aussi qu'est-ce qu'un produit fini et pourquoi on a absolument besoin d'avoir des versions longues ou pas. Et je pense que s'ils le font, il y aura aussi des enjeux de communication. Ça reste quand même du business. D'autant que le film sort aux États-Unis en même temps sur HBO, il sera en VOD en même temps que la sortie salle, ce qui va pas mal affecter la sortie salle. Il est 21h, donc peut-être qu'on va laisser les gens qui veulent partir tranquillement, et puis ceux qui veulent continuer un peu à discuter, il n'y a pas de problème. Avec David, on est là. En tout cas, vous pouvez nous retrouver là en ce moment avec C'est plus que de la SF, on a un podcast, donc c'est toutes les semaines, mais là on fait une semaine spéciale Dune, et toutes les tables rondes du festival Dune qu'on a organisé il y a un mois sont en ligne. Donc si vous voulez prolonger l'immersion sur Dune, n'hésitez pas, là j'ai mis la 5e table ronde en ligne aujourd'hui, il y en aura 2 autres encore demain et après-demain. Et puis évidemment il y a Tout sur Dune et Dune MOOC si vous souhaitez lire la prose de David. Et puis évidemment tout connaître après autour de Dune, c'est le bouquin le plus complet sur Dune en France en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis sur les réseaux sociaux avec David on est très proactif, hein, donc on n'hésite pas à répondre sur Facebook, Twitter et compagnie. C'est toujours un plaisir de parler SF.
Merci.